Alors moi je me présente, donc Babacar Cissé, je suis ingénieur génie civil. Est-ce que vous voyez mon écran toujours? Oui, on le voit, oui. Très bien, Babacar. Alors comme je le disais donc, moi je suis passé par l'ESP en 96, donc ça fait un moment maintenant. Et donc je travaille chez Gretec comme channel manager, je m'occupe du business Gretec dans tous les pays où Gretec n'a pas de bureau physique. Donc dans l'Afrique, dans l'Asie, l'Amérique du Sud, etc. Alors, moi je vais vous parler du BIM, parler un peu de l'historique, parler d'où on en est, les différentes dimensions du BIM, les nouveaux intervenants qu'on voit arriver sur le marché du travail avec l'avènement, etc. Alors, lorsqu'on regarde un peu les différentes révolutions technologiques, qu'il y a pu y avoir dans d'autres secteurs tels que l'imprimerie, l'automobile, la partie informatique, naturellement, notre métier suit exactement aussi ces révolutions technologiques. Alors, moi, j'ai eu je ne sais pas si j'ai eu la chance d'avoir dessiné sur du papier calque avec du rotring dans les années 94-96 et j'ai pu naturellement toucher du doigt justement cette évolution de notre métier. Donc, du papier calque, on est passé à la partie DAO avec les premières solutions de dessin assisté par ordinateur qu'on a pu avoir, qui étaient d'ailleurs sous DOS. Ensuite, on a commencé à avoir les versions Windows. Et ensuite, on est passé sur des solutions un peu plus complexes, des CAO, avec des PC qui nous permettent de pouvoir modéliser complètement les projets qu'on avait réalisés. Donc, lorsqu'on regarde du coup, si on démarre sur ce petit rectangle tout premier, quand on était dans cette partie dessin assisté par ordinateur, on manipulait tout ce qui était ligne, point, hachure, etc. Si je peux dire, c'est à peu près ce qu'on fait sur du AutoCAD 2D. C'est cette partie DAO, on a migré sur la partie modeleur géométrique. Et donc, modeleur géométrique, si je peux expliquer par rapport à la partie DAO, on commence à avoir du solide. Donc, on commence à avoir, c'est vraiment comme si on passe du AutoCAD 2D à cette version d'AutoCAD 3D. Donc, on manipule des solides et ça nous permet d'avoir une géométrie en 3D de notre projet. Donc, ces passages-là constituent de réelles ruptures technologiques très importantes. Et ensuite, de cette partie modeleur géométrique, on évolue naturellement sur cette notion de maquette numérique. Et du coup, on va expliquer donc, c'est quoi la maquette numérique. Alors, le BIM, on entend beaucoup parler de BIM. On entend beaucoup d'abus de langage, dont moi-même, il m'arrive d'en faire. Et donc, on va essayer de poser les choses pour à peu près savoir où est-ce qu'on en est et quand on entend un abus de langage, qu'est-ce qu'il faut réellement découler derrière. Alors, le BIM, ce sigle BIM, donc ces trois lettres BIM, c'est pour Building Information Modeling. Alors, le M va avoir trois significations qui sont extrêmement importantes, aussi importantes l'une que les deux autres. Alors, globalement, on dit donc Building Information Modeling, Building Information Model, Building Information Management. Et donc, le BIM va être donc un processus de travail et d'échange d'informations supporté justement par la maquette numérique. Et cela tout au long du cycle de vie du bâtiment. Et ça, c'est vachement important, cette notion de tout au long du cycle du bâtiment, parce que on peut avoir tendance à penser que le BIM ne sert que pour la partie conception. Alors qu'on verra tout à l'heure à travers les différentes dimensions du BIM, le BIM peut énormément aider justement le maître d'ouvrage dans l'exploitation de son bâtiment. Khaled vient de montrer une slide dans laquelle on a vu que 25% des coûts concernent la partie construction, alors que 75% concernent l'exploitation et la maintenance du bâtiment. C'est extrêmement important d'avoir les outils qui permettent justement d'accompagner cette partie maintenance et exploitation du bâtiment. Donc si je reviens donc à cette définition du BIM, on a dit donc un sigle BIM, donc Building Information Modeling, et donc le M de modeling peut signifier la maquette numérique, le M de modeling peut signifier la partie modélisation des données, et le M de modeling également signifier la partie gestion des infos. Dans ce Building Information Modeling, donc cette maquette numérique, ce processus de travail collaboratif, le I d'information est extrêmement important. Donc c'est important, pourquoi? Parce que on va manipuler
un modèle orienté objet qui embarque de l'information. Et cette information est importante parce qu'elle a énormément de valeur ajoutée justement dans la partie exploitation qu'on va pouvoir faire de notre maquette numérique. Alors, juste pour bien illustrer cette partie information, alors je vais afficher deux modèles 3D. Donc ici, j'ai un premier modèle 3D où on voit une modélisation, je dirais architecturellement, c'est quelque chose de très très détaillé, très propre. On voit ici les textures qui représentent le détail au niveau des matériaux, toute la partie luminaire, ici la partie aménagement intérieur. C'est très très propre, c'est très complet. Et est-ce qu'on peut dire que justement cette modélisation correspond à ce qu'on pourrait attendre d'une maquette numérique? Donc là, si je clique sur n'importe lequel de ces objets-là, cette chaîne, en fait, je suis vraiment sur une modélisation sur AutoCAD 3D où je manipule des blocs AutoCAD où il n'y a pas réellement d'informations embarquées sur l'objet. Là, je suis vraiment sur du solide pur et donc, du coup, je ne suis absolument pas sur une maquette numérique. Donc, si je prends également un deuxième exemple, même principe, une très belle modélisation sur AutoCAD, pareil, un détail très très avancé sur la partie luminaire. Si on regarde le travail qui a été fait ici pour créer les luminaires, c'est extrêmement fin, mais on est sur du solide. Lorsqu'on clique sur ces objets-là, on n'a aucune information qui est embarquée. Donc, le fait d'avoir un modèle 3D qui est très fourni, très détaillé du point de vue détail architectural, c'est une chose. Si vous n'avez pas de l'information qui est embarquée, plus d'autres critères qu'on va voir par la suite, mais si l'information n'est pas embarquée dans un modèle orienté objet, vous n'êtes pas en train de manipuler une maquette numérique. Vous avez un très beau modèle 3D, mais ce n'est pas une maquette numérique. Alors, pour bien comprendre cette notion d'information qui est embarquée sur un modèle 3D, si je prends par exemple un modèle 3D d'une structure quelconque sur Revit par exemple, je viens cliquer sur n'importe quel objet, je clique sur cet objet-là. Ça, c'est un mur. Et dans ce mur-là, j'ai du détail d'information. J'ai énormément d'informations qui est embarquées sur mon objet mur. Et pareil, si je vais sélectionner d'autres objets tels que des éléments sanitaires ou d'ameublement de mobilier qui sont embarqués dans ce modèle 3D, dans cette maquette numérique, on verra qu'on a énormément d'informations qui sont embarquées. Donc là, quand je clique par exemple sur les propriétés de type par exemple, on verra que on a des informations sur les informations de coût, et on verra que lorsqu'il s'agit de équipements, on pourra rajouter des références de cet équipement-là, le fournisseur de cet équipement, le numéro de série, etc. Ça vous donne déjà une petite exploitation qu'on pourra faire en termes de maintenance sur le bâtiment, sur toutes les informations d'une maquette numérique. Alors, pas forcément, encore une fois, il faut réellement qu'on ait un modèle orienté objet qui embarque de l'information, qui permet également de faire de la collaboration entre les différents intervenants. Dans ce cas, on manipule une maquette numérique. Et donc, tout ça doit naturellement se faire sous la supervision du BIM Manager. Un projet sans BIM Manager, vous allez perdre beaucoup de temps justement dans la gestion de la collaboration, dans la gestion des flux, dans la gestion des modifications, dans la gestion de la data, qui va gérer la donnée, etc. Donc le BIM Manager, il est réellement là pour justement gérer et s'assurer que le projet se déroule correctement. Donc une maquette numérique, donc modèle orienté objet, information embarquée et cette notion de collaboration. Donc la collaboration est extrêmement importante dans le BIM. Lorsqu'on regarde un peu dans des projets qui ne sont pas faits en BIM, et qu'on regarde les différents intervenants, tout ce qui est maître d'ouvrage, archi, bureau d'études, etc., dans des projets tradis qui ne sont pas faits en BIM, on peut avoir autant de ressaisies que d'intervenants dans le projet. Effectivement, parce qu'on va avoir une version initiale du projet entre maître d'ouvrage et archi. Ensuite, quand le bureau d'études va le récupérer, s'il y a un peu de chance, il va récupérer les fichiers DWG.
il va les récupérer et il va les utiliser en fond de plan pour les importer dans son logiciel de calcul. Donc, il va devoir remodéliser le projet. Pareil, tous les autres vont être amenés à faire exactement cette même saisie. Donc, ça c'est une première aberration que d'avoir dans un même et unique projet, le projet qui peut être modélisé autant de fois qu'il y a un intervenant dans le projet, avec les risques d'erreur qu'on lit, et surtout le risque d'oubli d'éléments ou de précision sur les éléments. Une des premières problématiques qu'on va avoir dans ce cas-là, c'est la problématique d'interprétation d'informations dans un serveur sur lequel tout le monde viendra taper pour travailler, par exemple, en simultané. Donc, parmi justement les avantages du BIM, on verra justement ce gain de temps extrêmement important parce que du coup, on réduit considérablement le nombre de ressaisies dans le projet, une réduction énorme du risque d'erreur, parce que du coup, à partir du moment où on partage une copie de la maquette initiale du projet, normalement, il n'y a pas de risque d'erreur. Tout le monde récupère la copie de la maquette et travaille dessus. Donc ça, c'est extrêmement important sur cette notion de collaboration, parce que du coup, en fait, le BIM va réellement permettre justement aux différents intervenants de collaborer ensemble. Des fois, par but de langage, on a même dit que le BIM a réconcilié les architectes avec les ingénieurs. Et donc là, sur un projet, donc, on verra que on a différents intervenants qui peuvent collaborer donc, autour du projet, que ce soit le maître d'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur, les bureaux de contrôle, entreprises de construction, les sous-traitants, les facility managers, etc. Donc ça, c'est des images classiques où on voit justement ces intervenants, d'abord tant en termes de structure, mais là également en termes de fonction. Dans la partie planif, la partie simulation du projet, la partie compréhension. Et dans cette compréhension, c'est ce qu'on dit, c'est que le BIM permet de construire avant de construire. Et donc ça permet réellement d'anticiper tous les problèmes qu'on peut avoir dans la partie exé. Et naturellement, ça passe par des outils, ça passe par des process, comme par exemple la partie synthèse qui peut se faire avec des solutions comme Navisworks, Autodesk, qui permettront justement de superposer les maquettes. Alors je dis bien les maquettes, parce qu'on n'aura pas qu'une seule maquette numérique. Donc on aura une maquette initiale, mais derrière, on aura une maquette structure qui va être faite par le bureau de structure. On aura une maquette fluide qui sera faite par le fluide. On peut avoir une maquette thermique qui sera faite par le thermicien, etc. Et donc derrière, l'idée c'est de pouvoir faire la synthèse en superposant ces différentes maquettes, faire la détection de clash ou de collision, et de pouvoir lever donc toutes les collisions et réduire au maximum les problèmes qui peuvent du coup arriver en exé. Cette collaboration, encore une fois, elle est vraiment très très importante. Maintenant, on va parler des niveaux de BIM. Alors, les niveaux de BIM, on va en citer 4. On va commencer par le BIM niveau 0. C'est ce qu'on fait aujourd'hui sur les AutoCAD 2D. C'est vraiment dessiner en 2D et manipuler vraiment du trait, des hachures, des lignes, des polylignes, etc. Donc, le niveau 0, alors même si on le définit comme un niveau du BIM, on peut pas vraiment dire que c'est du BIM. Mais voilà, c'est la définition aujourd'hui du niveau 0 du BIM. Voilà. Ensuite, avec le niveau 1 du BIM, vite, avec le niveau 1 du BIM, là, qu'est-ce qu'on récupère? En fait, chacun des intervenants dans son coin est en train de monter sa maquette, sa version de travail, de D3D. Alors, je dis sa maquette, c'est peut-être un peu... mais à ce niveau-là, on peut peut-être éventuellement commencer à parler de maquette. Donc, chaque intervenant en BIM niveau 1 travaille de manière complètement cloisonnée, mais est en train de monter une maquette numérique ou un modèle 3D sur laquelle il va travailler. Donc, on n'a pas encore là une belle collaboration qui peut justement exister entre différents intervenants. Ce n'est qu'à partir du BIM niveau 2 qu'on va voir les intervenants récupérer une copie de la maquette qui provient du maître d'ouvrage ou de l'archi en IFC, et derrière de pouvoir du coup travailler directement dessus. Donc, alors même s'ils peuvent éventuellement à ce niveau-là encore travailler dans leur coin, là par contre, on récupère une copie unique de la maquette numérique qui provient du projet, et ensuite chaque intervenant la récupère pour travailler dessus.
Le niveau 3 du BIM, c'est vraiment une version unique de la maquette numérique qui peut être soit hébergée dans le cloud, soit hébergée sur un serveur. Et les différents intervenants travaillent en live dessus. Donc, naturellement, comme Khalid l'a expliqué, ça suppose avoir un certain niveau d'infrastructure qui permet d'avoir des connexions qui sont stables et qui permettent de pouvoir travailler de cette manière-là. Voilà. Le niveau 3 du BIM, c'est justement le niveau idéal où on a vraiment tout le monde qui travaille en simultané, en live, sur la même et unique copie de la maquette numérique. Alors, le I du BIM est important. Je profite de cette partie-là où on parle de cloud et de serveur pour aussi souligner que au tout début du BIM, un des aspects qui a pu ralentir le BIM dans certains pays, c'est justement que les serveurs qui existaient pour les versions cloud, au tout début, n'étaient qu'aux États-Unis. Les serveurs étaient émergés aux États-Unis. Et donc, du coup, en fait, dans certains pays, pour des raisons de législation, c'était un peu compliqué d'accepter que les données du projet soient hébergées sur les serveurs américains et connaissant un peu toute la législation américaine sur les facilités que le FBI peut avoir à accéder à certaines informations en cas de conflit entre différents pays sur les projets, etc. C'est la raison pour laquelle certaines entreprises ou certains groupes dans certains pays ont été refroidis par le fait que ces serveurs n'étaient basés qu'aux États-Unis. Alors, on était Autodesk, justement, pour pouvoir gagner beaucoup plus de clients, l'ont compris très vite et ont commencé, par exemple, à déployer des serveurs en Europe. Et du coup, certains clients ont pu se sentir beaucoup plus à l'aise à avoir un serveur hébergé en Europe avec une législation européenne plutôt qu'un serveur basé aux États-Unis avec toute la partie législation américaine justement qui régit ces informations-là. Donc, lorsqu'on regarde un peu donc, notre présentation de ces niveaux de BIM, donc voilà, donc on retrouve ces niveaux 0, 1, 2, 3 qui sont définis comme ça. Et donc, niveau 0, encore une fois, c'est des travaux traditionnels. Niveau 1, on est vraiment cloisonné, mais chacun monte sa maquette, modèle de mon métier, comme on dit. Niveau 2, c'est une copie de la maquette, par exemple, au format IFC, avec un modèle multimétier. Et enfin, niveau 3, c'est vraiment stockage cloud, stockage dans des serveurs qui permettent d'avoir une version unique d'un fichier central, par exemple, et que chacun travaille dessus. Voilà. On voit également aussi présenté différemment comme ça. Donc, maquette niveau 1, on voit vraiment que c'est isolé. Niveau 2, chacun récupère une copie de la maquette. Et niveau 3, on est vraiment sur cette version un peu intégrée, justement, de la collaboration. Voilà. Alors, je vais vous présenter une petite vidéo très rapide le BIM. sur le BIM. Alors, le BIM, vous me confirmez que vous avez le son? c'est quoi? Oui, je confirme. On parle de plus en plus de BIM dans l'industrie du bâtiment, mais c'est quoi exactement? À quoi ça sert et qui l'utilise? BIM, BAM, boum. Certains affirment que le BIM est une sorte de logiciel, d'autres, le modèle 3D d'un bâtiment. D'autres affirment que le BIM est un process, ou que ce n'est rien d'autre que l'ensemble des données d'un bâtiment. Le BIM, c'est tout ça, mais bien plus encore. Tout commence effectivement par la maquette numérique 3D d'un bâtiment. Mais une maquette qui ne se limite pas à sa seule géométrie et à quelques textures, juste pour faire joli. Le modèle BIM, c'est la représentation rigoureusement conforme du futur bâtiment. Une sorte de prototype numérique, avec ses dalles, ses colonnes, ses murs, ses fenêtres, ses portes, ses escaliers et bien d'autres. Autant d'éléments qui permettent de simuler la totalité du bâtiment et de mieux le comprendre avant même sa construction. Regardons de plus près à quoi sert le BIM. L'utilisation la plus basique du BIM, c'est la visualisation réaliste du projet avant sa construction. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Le BIM permet de simuler, d'étudier et de comparer différentes hypothèses, de choisir et décider, seul, avec le client ou tous les intervenants d'un projet, comme on veut, avec qui on veut.
Comme toutes les données sont centralisées au sein du modèle BIM, la moindre modification apportée au projet est automatiquement visible sur toute la documentation, les plans, les coupes, les façades, et tout est parfaitement coordonné. Non seulement on gagne un temps fou lors de la création de la documentation, mais en plus les risques d'erreur sont quasiment nuls. Le modèle BIM peut rassembler bien plus que les simples données architecturales. Par exemple, les informations sur la structure, les réseaux ou encore la durabilité du bâtiment. Et toutes les simulations sont permises très en amont de la construction effective. Le modèle BIM contient également des informations pas forcément visibles. Par exemple, celles liées au planning, qui permettent de coordonner la gestion des ressources humaines. Ou encore, le coût du projet, qui peut être estimé et suivi à chaque étape du projet. Il va de soi que toutes ces informations ne sont pas uniquement utiles lors de la création du projet, mais bel et bien pendant toute la vie du bâtiment. Elles sont même capitales quand on sait qu'elles permettent de réduire les coûts d'entretien et de gestion, incontestablement plus élevés que le coût de construction. Maintenant que vous connaissez mieux les concepts du BIM, sachez qu'Archicad en est non seulement le pionnier, mais également La minute BIM. Il fut un temps pas si lointain où bâtir un monde harmonieux passait par de nombreuses contorsions, des longueurs, de la minutie, des incompréhensions et parfois des surprises. Mais les temps changent. Pas de bide possible avec le BIM. Le Building Information Modeling autorise chaque acteur d'un projet, client, architecte, spécialiste et utilisateur final, à partager la même vision depuis la conception jusqu'à l'exploitation d'un ouvrage. Le BIM, c'est 3 M, pour maquette, modélisation et management. Modéliser grâce à une maquette numérique tridimensionnelle qui en plus détaille toutes les propriétés du moindre composant. Manager l'ouvrage grâce à ce système structuré qui accompagne chaque phase de son cycle de vie. Modifier grâce à ce nouveau processus collaboratif les vues partagées par l'ensemble des intervenants sur tous les supports imaginables. Avec le BIM, la construction révolutionne sa façon de concevoir, construire et exploiter des bâtiments et infrastructures réussis, répondant aux attentes des clients et utilisateurs. La minute BIM. Babacar, Oui. juste avec Khadija, je ne sais pas le temps qui nous reste, je ne sais pas ce que... On va pouvoir un peu... Khadija, normalement c'est 2 heures au maxi, c'est ça? Oui, c'est 2 heures. Il nous reste 24 minutes. Ouais, je sais pas, peut-être Babacar pour essayer un peu de... Je sais pas, est-ce qu'il te reste un peu de temps ou... Babacar, il te reste beaucoup pour la présentation, bien? Non, on va aller vite, on va simplifier rapidement. Ok. D'accord. Alors, je vais parler rapidement des dimensions de BIM, mais Khaled en a également parlé, donc on va faire vite sur cette partie-là. C'est juste dire qu'au niveau des dimensions du BIM, on a le BIM 3D qui est la maquette numérique. Le BIM 4D, c'est la dimension temps. Ça permet directement sur une maquette numérique de pouvoir avoir l'axe temps. Ça permet de pouvoir, par exemple, sur une rayon chantier, là où on avait l'habitude d'avoir un planning Gantt, de pouvoir avoir la partie 4D qui est justement affichée directement sur le modèle 3D. Donc, naturellement, la partie 5D permet également d'avoir le coût sur la maquette numérique, une partie 6D pour la partie HQE, une partie 7D pour la partie Facility Management. Voilà. Donc, j'avais sorti rapidement quelques exemples de maquettes pour vous montrer, donc, et après je vais m'arrêter dessus. Lorsqu'on regarde au niveau des maquettes numériques, voilà, donc ça c'est des exemples de projets clients où un particulier peut directement, en fonction du projet qu'il a réalisé, directement demander à ce que ce soit fait par le BIM. D'ailleurs, on verra que un des axes qui permettra de développer le BIM, c'est la demande qui sera faite par les maîtres d'ouvrage
que leur projet sera réalisé en BIM. Donc, le maître d'ouvrage qui aura un projet d'hôpital à réaliser ou un projet d'hôtel, avec tous les lots techniques qu'il peut y avoir dedans, ce maître d'ouvrage peut imposer justement à ce que son projet soit fait en BIM. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit apparaître ces nouveaux métiers du BIM qui sont le BIM manager, parce que le BIM manager, il sera donc celui qui va récupérer les objectifs projets du client et les traduire en objectifs BIM. Et donc ça permettra justement à un client qui a ce type de projet de pouvoir derrière avoir son projet qui est fait en BIM, parce que lui, le maître d'ouvrage ne regarde pas que la partie construction, il regarde également la partie exploitation du bâtiment, maintenance, qui lui permettront justement de pouvoir gérer ces 75% de coûts de son bâtiment. Voilà. Donc au niveau justement des fichiers de maquette, la maquette numérique permettra d'aller très très loin au niveau des représentations. On pourra naturellement avoir des vues 3D classiques qui permettront de pouvoir extraiter le bâtiment, mais on aura également possibilité de faire des mises en feuille exactement comme le proposent énormément de logiciels d'architecture par exemple. Là, si on regarde dans cet exemple de mise en feuille, on a une mise en feuille qui s'appuie sur justement toutes les vues qui sont présentes dans notre maquette numérique. Alors, ce qui est intéressant dans Revit, c'est que Revit, comme beaucoup de logiciels de maquette numérique ou de BIM, permettront également de pouvoir faire une notion de phasage de travaux. Donc là, on a par exemple la partie existante du projet. Ici, la partie travaux qui est de voir dans des codes de couleurs différents, justement, quels sont les éléments existants, les éléments à démolir. Donc là, on voit que dans ces parties en couleur, ce sont les ouvertures qu'il va falloir faire dans les murs. Ici, en bleu, les nouvelles pièces à créer, etc. Et derrière, quand on regarde cette vue 3D, la dernière, on va pouvoir au projet final. Donc ça, à présenter par exemple à une entreprise ou les ouvriers, du coup, ça facilite un peu la communication avec justement les autres intervenants qui sont donc du coup l'entreprise d'exécution. Naturellement, sur les maquettes numériques, ce qu'on va manipuler, c'est également un unique modèle 3D dans lequel on va retrouver toute la partie architecture, la partie structure et la partie également fluide. Donc là, lorsqu'on regarde, alors ça c'est toujours le même projet client, je vais le fermer rapidement, mais lorsqu'on regarde sur d'autres exemples de maquettes, on retrouvera par exemple des maquettes dans lesquelles on va retrouver toute une partie dessin du réseau de VMC, toute la partie électricité, toute la partie plomberie, qui montre réellement justement comment dans un même et unique modèle 3D, on va pouvoir réellement faire associer justement ces différents métiers. Donc là, c'est un exemple de maquette dans lequel on voit ici une partie plomberie. Si je regarde sur la vue 3D, donc je vais réellement cette partie VMC qui est dessinée. Et ça, c'est grâce justement aux différents métiers qui sont groupés dans Revit. Donc, on a Revit Archi, Revit Structure, la partie système qui est un peu plus loin, et qui permet directement dans Revit de pouvoir avoir tous ces corps d'état et donc toutes ces spécialisations qui sont regroupées sur le même et unique modèle 3D. Le client, il n'a pas un projet de bâtiment, il n'a pas un projet juste archi ou structure ou fluide. C'est la raison pour laquelle il est important que ces outils de maquette numérique permettent de pouvoir avoir sur la même plateforme, sur le même modèle 3D ou la même maquette numérique, tous ces éléments-là. Alors, je termine rapidement par cette notion de... Babacar, je pense qu'on a 20 minutes. On aimerait bien avoir des questions-réponses à la fin, sinon on n'aura pas le temps. Je ne sais pas s'il y a moyen d'un peu d'accélérer. Ok, bon, on peut arrêter cette partie-là à ce moment-là et puis on va prendre des questions. Ok, donc on arrête cette partie à ce niveau-là et puis on va prendre des questions. Il nous reste 20 minutes pour faire la partie ligne et les questions, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on aimerait un peu accélérer. D'accord, donc je te dis que cette partie-là, moi, donc on l'arrête là, comme ça on va pouvoir prendre des questions dessus. D'accord, ok. Merci. Moi, je pense qu'actuellement, il y a deux questions qui est adressée à M. Cissé. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais Khadija, on aura le temps. Est-ce qu'on peut dépasser les 2 heures ou non? Oui. Khadija? Oui, on peut prendre. Est-ce qu'on peut passer les 2 heures? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dépasser les 2 heures?
Oui, on pourra prendre 30 minutes de plus. Donc, monsieur Cissé, je vous laisse continuer ou bien vous répondez aux questions? Non, je vais répondre aux questions, comme ça, du coup, ça laissera... C'est très bien de continuer, si c'est pas qui est important et intéressant. Donc, la première question, c'est j'aimerais savoir, si possible, la place du BIM dans la domotique. Alors, la domotique, c'est justement cette possibilité de pouvoir avoir des objets intelligents et connectés. Et donc, pouvoir, par exemple, avoir des lampes connectées qu'on peut piloter justement à partir d'un smartphone, pouvoir gérer son alarme, pareil, depuis une application mobile, etc. Finalement, cette partie domotique, je la définirais comme des objets 2.0 ou 3.0, des objets connectés finalement. Et en fait, ces objets connectés, il n'y a pas de conditionnalité entre le BIM ou ces objets connectés. Rien ne nous empêche effectivement, quand on fait notre maquette numérique, notre modélisation, de pouvoir justement définir à quels endroits on va avoir ces objets connectés, de pouvoir anticiper justement sur toute la partie technologique, branchement réseau, branchement Internet de ces éléments-là. Et je pense que s'il y a un élément sur lequel le BIM peut aider sur la partie domotique, c'est sur la partie câblage de réseau Internet. À moins qu'on ait des objets de domotique intelligents qui fonctionnent essentiellement en Wi-Fi ou en Bluetooth, mais on peut anticiper justement, a priori, normalement, quand on branche un réseau électrique de lampes ou d'autres éléments, a priori, on ne met pas un câble réseau. Mais si on a une forte volonté d'avoir une maison intelligente avec justement ces objets connectés, c'est là qu'on peut, dans la conception, effectivement, avec des fournisseurs d'objets connectés, comprendre comment se font les câblages et les anticiper justement dans la conception, dans la maquette numérique, et avoir ces tracés de réseaux Internet qui, justement, alimentent les différents objets connectés qu'il devrait y avoir. Alors, le BIM, est-ce qu'il... Donc, ce qu'on retient par rapport à la domotique, donc si, comme vous le dites, si on souhaite avoir une maison incorporant la domotique, donc la BIM nous permet de plus de préparer. Absolument. Les dispositifs. Absolument. Sachant que quelqu'un qui n'a pas fait de BIM peut également faire de la domotique. Oui. Mais le fait de l'anticiper en amont dans son projet permet effectivement de pouvoir plus facilement gérer sa domotique par la suite. D'accord. La deuxième question, c'est BIM utilise des méthodes mindset de management agile. Est-ce bien cela? Alors, je pourrais dire oui dans une certaine mesure, parce que faire du management de projet en méthode agile, le BIM y répond dans une certaine mesure, parce que l'idée c'est cette interopérabilité qu'on peut avoir entre les différents intervenants, qui fait que quand on a une question donnée, quand on a une problématique donnée, on essaie d'y répondre de manière la plus rapide possible et puis surtout la plus interactive possible. À partir du moment où, grâce au BIM, on améliore la collaboration entre les différents intervenants, derrière, je ne pourrais pas dire que c'est exactement une méthode agile, mais on s'approche justement de ce type de réponse en termes de gestion, en termes de projet. Donc, oui, dans une certaine mesure, on pourrait dire que voilà, on a cette approche, justement, grâce à cette opérabilité, cette collaboration qui existe, de pouvoir gérer avec une méthode plus ou moins agile. Merci, M. Cissé. Donc, la question suivante, c'est quoi le premier acte à poser quand on veut faire un premier pas vers le BIM? Est-ce la connaissance des fondamentaux et de l'environnement
et de l'environnement BIM ou l'apprentissage d'un outil de BIM comme Revit. Car Alors- bon nombre d'acteurs utilisent ce logiciel sans forcément avoir une certaine approche du concept BIM. Alors, comme je le montrais précédemment, On a une autre question similaire. Ah, mais je voulais juste faire le cumul des deux questions parce que c'est un peu similaire. Et une Allez-y. question suivante qui demande la différence entre BIM et Revit. entre BIM et quoi? Voilà. Entre BIM et Revit. Ok, d'accord. Donc, par quoi commencer quand on vient du BIM? C'est ce que j'expliquais dans sur cette page-là. C'est effectivement, les clients qui démarrent en BIM ne savent pas forcément par quelle brique commencer. Alors, il n'y a pas de règle absolue qui dit qu'il faut impérativement commencer par tel aspect. Donc, nous, chez Gratec, quand on accompagne nos clients, on démarre par la mise en œuvre de la technologie, par la solution, Revit par exemple. Ensuite, on les forme au BIM, on les forme à la partie management du BIM, on les forme sur les normes du BIM, et ensuite on les forme sur la partie collaboration. Encore une fois, ça c'est un exemple de déploiement fait par Gratec, qui ne sera absolument pas la méthode qu'utilisera un autre intervenant. Donc, l'idée, c'est de comprendre que faire du BIM, ce n'est pas juste avoir Revit. Et donc, pour répondre à la question suivante, Revit, c'est une plateforme BIM. Donc, toute la partie collaborative, toute la partie échange d'informations se fait à partir des plateformes BIM. Et d'ailleurs, Revit n'est pas la seule plateforme BIM qui existe sur le marché. Voilà, donc, c'est une plateforme communément utilisée grâce à la puissance marketing d'Autodesk qui fait que aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent Revit. Voilà, donc c'est une plateforme BIM qui, justement, permet de pouvoir dérouler des process BIM par la notion de collaboration, etc. Donc, c'est un outil qu'on utilisera, justement, dans le déroulement d'un process BIM. Voilà. Monsieur Cissé, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres outils comme Revit qu'on peut utiliser dans le process BIM? Alors, pour répondre à cette question, il faut juste comprendre que il y a un organisme qui gère les logiciels qui se disent compatibles BIM. Et donc, cet organisme s'appelle Building Smart. Et Building Smart va, lui, définir justement la liste des logiciels qui sont compatibles BIM. Donc, on aura du Archicad, on aura d'autres logiciels qui... d'autres logiciels qui vont être également compatibles BIM. Et donc, être compatible BIM, ça va être quoi pour ces logiciels? C'est tout simplement avoir la capacité de pouvoir gérer du format IFC. Voilà, donc, on sait que Revit est une plateforme BIM, Allplan est une plateforme BIM, Archicad va être une plateforme BIM, etc. Et donc, quand vous irez sur le site de Building Smart, vous aurez plus d'informations sur tous les logiciels qui, justement, sont certifiés par Building Smart. La liste, elle est là, et qui sont justement compatibles BIM. Donc, quand on parlera de logiciels BIM ou de plateformes BIM, ce sont des logiciels qui ont été certifiés par Building Smart pour un format précis des IFC. Donc, on voit ici une liste de tous ces logiciels-là qui sont certifiés par Building Smart, justement, et qui sont du coup des plateformes BIM. Voilà.